Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, on est très heureux. On voit qu'il y a des gens qui arrivent encore. Donc, on est très, très heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Et merci de vous être joints à nous et d'avoir pris un moment pour en apprendre davantage sur le Pérou ou la région de Machu Picchu. Donc, pour être en mesure de mieux vendre la destination à vos clients. Donc, tout le monde me connaît, je suis Manon Martel, directrice de l'ACTA. Je vais être là aujourd'hui pour m'assurer que nous restons dans le temps pour la présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir René Wilson, qui est la membre de l'équipe de Prom Pérou au Québec. Donc, qui fera une mise à jour sur la région de Machu Picchu. Et elle aura aussi des invités qu'elle vous présentera là, lors de la présentation. Avant de commencer et de donner la parole à René, je vais passer en revue quelques détails de base concernant la présentation d'aujourd'hui. Donc, la présentation devrait durer environ 45 minutes, qui va être suivie d'une période de questions et réponses et de tirage de prix de présence. Donc, il va y avoir un sondage et le sondage sera mis dans la boîte chat et vous allez pouvoir répondre au sondage et les agents qui auront répondu au sondage se verront avoir une chance de gagner un prix. Je crois qu'il y a 6 prix de présence. René, tu pourras le confirmer tout à l'heure pour les gens qui répondront. Et les gagnants seront avisés là, par courriel et naturellement dans notre infolette Actavision. Durant la période de questions, ben, vous pouvez les poser à tout moment durant la période de présentation dans la boîte chat, comme je le disais, qui est en haut de votre fenêtre de webinaire. Et on va répondre au maximum de questions. Les questions qui n'auront pas eu le temps d'être répondues le seront par courriel, donc à la fin. Donc, sans plus tarder, et n'oubliez pas que tous les webinaires de l'ACTA sont enregistrés sur notre campus de l'apprentissage de l'ACTA. Donc, disponible, là, habituellement, c'est dans les 5 jours ouvrables là, de la présentation qui est disponible sur le campus d'apprentissage de l'ACTA pour les membres de l'ACTA. Donc, sans plus tarder, bonjour René, comment vas-tu? Et merci beaucoup de t'être joint à nous, René. Ben, merci, puis merci à toi, merci à l'ACTA aussi de nous donner la chance de parler de cette belle destination. Donc, juste pour clarifier un petit peu, donc oui, je vais parler de Machu Picchu en tant que destination carboneutre, mais en fait, je vais parler plutôt encore de façon plus large du tourisme durable et de quelle façon le tourisme durable est compatible avec le tourisme de luxe au Pérou. Donc, c'est un petit peu plus large que juste le Machu Picchu. Et après ma présentation, mais je vais céder la parole à Stéphane Coudasso, qui est ici avec nous, qui est le directeur général de l'agence de tourisme réceptif Gaston Sacaz, située au Pérou. Donc, il s'y connaît très bien en tourisme durable et offre différents types de circuits là-bas. Alors, parlant de tourisme durable, on va commencer avec, en fait, la définition du tourisme durable selon l'Organisation mondiale du tourisme. En fait, c'est un tourisme qui tient compte des impacts, des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, le tourisme durable, c'est de vivre des expériences culturelles authentiques en harmonie avec la nature. On entend souvent parler d'écotourisme. L'écotourisme fait surtout référence aux espaces naturels, alors que le tourisme durable et responsable sont des concepts beaucoup plus larges. Maintenant, les habitants du Pérou ont toujours eu un grand respect pour la nature. Leurs croyances sont fortement ancrées dans leur religion, leur culture, leur vision du monde, et ce, particulièrement dans les Andes où ces croyances datent de plusieurs siècles. Même aujourd'hui, avec la globalisation, les traditions se perpétuent. On vénérait la Pachamama, c'est-à-dire la mère terre, à l'époque des Incas, et on la vénère encore aujourd'hui. Une offrande à la terre-mère, c'est un des plus vieux rituels sacrés au Pérou, comme on peut voir ici sur l'image. C'est le genre de rituel auquel vos clients peuvent participer lorsqu'ils vont au Pérou. Le Pérou s'est engagé vers un tourisme durable depuis plusieurs années
Il y a des efforts pour protéger les ressources naturelles, culturelles, tout en favorisant le développement économique des populations dans les coins les plus reculés du pays. Actuellement, il y a près de 18% du territoire qui est protégé. On retrouve environ 160 aires protégées et de conservation à travers le pays. Le Pérou possède 84 des 103 écosystèmes existants sur la planète et 28 des 32 zones climatiques. C'est un des pays avec la plus grande biodiversité au monde. On y trouve des milliers d'espèces de plantes, d'animaux, de reptiles, d'oiseaux, d'insectes, de papillons, de poissons, de mammifères terrestres et marins. Donc, vous en avez plein la vue lorsque vous allez au Pérou. Et d'ailleurs, l'image qu'on voit ici, le parc national Manu, qui est situé dans la partie sud de l'Amazonie péruvienne, en est un très bel exemple. PROM Pérou, qui est le bureau de tourisme du Pérou, s'est engagé en faveur d'une approche globale dans l'atténuation des changements climatiques et a rejoint l'initiative des gardiens de la nature du Conseil mondial du voyage et du tourisme, le WTTC. Le Pérou a été récompensé lors des World Travel Awards comme meilleure destination verte d'Amérique du Sud en 2020 et était parmi les 5 destinations en nomination en 2022. Pour vous donner un aperçu géographique, ceux qui ne connaissent pas tellement le Pérou, c'est le 3e plus grand pays d'Amérique du Sud, divisé en 3 régions principales. Il y a la côte qui est le long du Pacifique, qui est une des régions les plus populeuses. Ça représente 12% du territoire et c'est une étroite bande désertique entrecoupée de rivières. Ensuite, il y a la région montagneuse qui représente 28% du territoire, qui est dominée par la cordillère des Andes. Et puis, il y a la forêt amazonienne qui représente 60% du territoire. C'est la plus riche et la plus variée des forêts tropicales. C'est une des grandes réserves naturelles de la planète. Pour la distance du nord au sud, c'est d'environ 2500 km. Les saisons sont à l'inverse des nôtres, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Évidemment, la température va changer selon l'altitude. Lorsqu'on est près de la mer, c'est plus tempéré. Lorsqu'on arrive dans les montagnes, on a des montagnes avec des pics enneigés, donc il faut s'habiller un peu en plure d'oignon. Parce que lorsqu'on va dans la forêt amazonienne, c'est toujours très chaud et humide. Maintenant, Lima, c'est la capitale, c'est la principale porte d'entrée au pays. C'est une ville moderne qui est située directement sur le Pacifique. Il y a un magnifique centre historique avec l'architecture coloniale et il y a une immense quantité de musées à travers la ville. Lima, c'est aussi la capitale gastronomique des Amériques. Pour 10 années consécutives, le Pérou a remporté le prix de la meilleure destination gastronomique au monde au World Travel Awards. La raison de sa renommée, je vous l'ai montré un peu avant, c'est un peu grâce à sa topographie, la variété de ses écosystèmes et sa grande biodiversité. On y retrouve une cuisine fusion à cause du mélange de cultures andines, européennes, asiatiques. Et il y a des chefs du monde entier qui se sont intéressés au Pérou à cause de la variété et de la qualité de ses produits. Il y a plusieurs écoles de cuisine. On peut faire des circuits culinaires à Lima, mais aussi dans toutes les régions du Pérou. Et sur la liste des 50 Best Restaurants of the World, donc les 50 meilleurs restaurants au monde, 3 se trouvent à Lima actuellement. Il y a le Central, le Maido et le Maïta. Dans ces restaurants et dans la plupart des restaurants au Pérou, on priorise vraiment les produits locaux. On priorise aussi leur traçabilité. Et parlant de produits locaux, juste pour vous donner une idée, il y a plus de 3000 variétés de pommes de terre au Pérou. Il y a plusieurs grands chefs au Pérou, dont le chef péruvien primé qui s'appelle Pedro Miguel Chiafino, qui est aussi appelé le chef de la jungle. En fait, c'est un écologiste qui est chercheur, qui est le premier chef à avoir mis de l'avant la cuisine amazonienne. C'est vraiment un ambassadeur de cette immense biodiversité. Il possède 2 restaurants à Lima. Il utilise près d'une centaine de produits qui proviennent presque exclusivement des 20 communautés amazoniennes. Il voit vraiment l'importance de supporter les fermes et les communautés locales, ce qui contribue à leur bien-être et aussi leur fierté vis-à-vis de leur culture.
Ça permet aussi de garder vivante la façon traditionnelle de cuisiner, de cultiver la terre et d'utiliser certains ustensiles que seules les communautés autochtones utilisent depuis des siècles. Puis les visiteurs peuvent vraiment avoir une expérience plus authentique de cette façon-là. D'ailleurs, les clients qui font une croisière sur l'Amazon avec une compagnie de croisière boutique de luxe qui s'appelle Aqua Expeditions peuvent expérimenter justement la cuisine du fameux chef de la jungle. Une autre raison pour laquelle on peut qualifier le Pérou de destination durable, c'est 9 des 100 destinations les plus durables au monde se trouvent au Pérou, selon l'organisme Green Destinations. Green Destinations, c'est une organisation mondiale qui soutient le développement et la reconnaissance des destinations durables. Cette liste représente les destinations touristiques les plus respectueuses de l'environnement. Je ne vais pas toutes vous les mentionner ce matin, mais je vais m'attarder sur celles qui sont sur certaines des routes les plus souvent empruntées par les voyageurs. De un, il y a le lac sacré des Incas, le lac Titicaca à Puno. Vous avez la réserve nationale Tambopata qui est dans le secteur de Madre de Dios. Et puis, vous avez la réserve nationale Pacaya dans le département de Loreto. En commençant par Puno, qui est situé à 3800 mètres d'altitude, on est dans le sud-est du Pérou. C'est la ville nichée sur les rives du lac Titicaca, le lac navigable situé à la plus haute altitude au monde. Sur le lac Titicaca, il y a des îles flottantes où habitent les Huros. Les îles sont faites de roseaux. Ce sont 80 grands radeaux où vivent de 4 à 5 familles. Ces îles font partie de la réserve nationale Titicaca qui a pour objectif de préserver les écosystèmes du lac. La réserve est sur la liste des milieux humides d'importance internationale, spécialement pour certaines espèces d'oiseaux aquatiques qui sont endémiques à la région. Les familles Huros qui y vivent protègent les lits de roseaux qui servent de frayère pour les différentes espèces de poissons et de cette façon-là, ça empêche l'érosion des berges. Les familles récoltent le roseau, qu'on appelle totora, le font sécher et en font des îles, des maisons, des meubles, des embarcations, même de l'artisanat. Ces familles vont organiser des excursions d'observation de la faune. Ils font des démonstrations de pêche et de cuisine traditionnelle. Donc, ce genre de tourisme aide énormément au développement économique de la région. Et de cette façon-là, les Huros peuvent conserver et mettre en valeur leurs traditions qui datent de plusieurs siècles. Il y a l'île de Taquilé aussi, qui est une île vallonnée située au cœur du lac. C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté. L'île est reconnue pour son art textile qui s'est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette tradition remonte aux civilisations anciennes. Le tissage est fait à la main ou sur des métiers de l'époque préhispanique. Il y a même une école sur l'île afin de perpétuer la tradition. Les habitants ont aussi développé l'écotourisme, le tourisme mystique, l'agrotourisme et le tourisme d'aventure. Cette forme de tourisme a contribué largement au développement de la communauté, puis les habitants peuvent partager leurs expériences et ainsi conserver leurs coutumes. Pour ce qui est de l'hébergement de luxe dans le secteur, il y a par exemple un hôtel qui s'appelle le Titilaca, qui fait partie du prestigieux réseau de relais et châteaux. C'est un hôtel qui est bâti sur 3 niveaux, directement sur le lac. Donc, on en a vraiment une vue spectaculaire et on peut faire des activités qui sont vraiment en accord avec la nature, que ce soit du canot, du kayak, la voile, planche à pagaie, vélo. On peut aller faire de l'observation d'oiseaux. Donc, des activités qui mettent vraiment la nature en évidence. Et puis, voyager en train, c'est une façon écologique de se déplacer. Vos clients peuvent choisir, par exemple, de quitter Puno en train pour aller jusqu'à Cusco.
Il y a le Belmont Andean Explorer, qui est le premier train couchette de luxe en Amérique du Sud. Ils ont différents trajets au départ d'Arequipa, en passant par Puno, et le trajet se termine à Cusco. On peut le faire dans les deux sens. On s'en va maintenant dans le sud de l'Amazonie, à Puerto Maldonado, dans le département de Madre de Dios. Nous, on est des provinces au Pérou, il y a des départements. Donc, c'est là où on trouve la réserve nationale Tambopata. C'est une immense forêt tropicale sur le bord de la rivière Madre de Dios. On y retrouve une très grande biodiversité. Dans la région habite un groupe autochtone qui s'appelle les Ese-Eja. Ils y sont depuis des générations, puis connaissent tous les recoins de la réserve naturelle. Ils sont vraiment des gardiens de la forêt amazonienne. Ils travaillent de concert avec des compagnies privées afin d'offrir différentes activités écotouristiques, de l'hébergement, des excursions. Il y a un projet de coopération entre la communauté Ese-Eja et l'entreprise Inca Terra afin d'offrir un produit qui bénéficie à la population locale et qui assure la conservation de cette région qui possède tant de richesses naturelles, spécialement lorsque c'est une région qui est quand même menacée par l'exploitation minière illégale. Donc, Inca Terra, c'est une chaîne hôtelière péruvienne qui a été fondée en 1975. L'organisme de certification Green Initiative, qui est reconnu par l'ONU, a désigné Inca Terra comme la première chaîne hôtelière climatiquement positive au monde. Ça veut dire qu'Inca Terra s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre zéro émission avant 2050, selon l'accord de Paris. La recherche scientifique, la conservation de la biodiversité et le développement durable sont au cœur de leur modèle d'affaires depuis leur tout début. Ils ont 2 gîtes écotouristiques de luxe adjacents à la réserve nationale Tambopata. On y fait la recherche scientifique et on participe à l'éducation de la population locale. Donc, on fait les inventaires de la faune et de la flore. Il y a sur place un centre de recherche qui accueille des scientifiques, des étudiants et des voyageurs. C'est-à-dire, les voyageurs peuvent même participer dans des projets de conservation. Ils peuvent étudier les différents types de plantes, faire de la surveillance et le relevé des espèces d'oiseaux, étudier le comportement de différents types de mammifères. Inca Terra encourage les voyages neutres en carbone. Il considère que l'environnement et les cultures vivantes du Pérou sont vraiment les ressources les plus précieuses que possède le pays. Il y a un autre groupe qui s'appelle Rainforest Expeditions. C'est une compagnie péruvienne d'écotourisme qui a gagné multiples prix au World Travel Awards pour leur gestion au niveau du tourisme responsable et durable en Amérique du Sud. Ils gèrent 3 gîtes écotouristiques dans le secteur de la réserve Tambopata. Ils ont le Posada Amazonas, qui appartient à la communauté autochtone Ese-Eja. Ce sont eux qui ont construit le gîte avec des matériaux traditionnels et locaux. Ils organisent des excursions où les visiteurs peuvent passer des journées entières avec des membres de la communauté, vivre un peu leur quotidien et participer à des activités telles que la pêche, l'agriculture. Ils ont un autre endroit qui s'appelle Refugio Amazonas, qui est un gîte et une réserve privée où les clients peuvent, par exemple, accompagner des scientifiques qui vont installer des caméras dans la forêt pour évaluer les populations de mammifères. Et il y a le centre de recherche Tambopata, qui est situé directement dans la réserve nationale Tambopata. C'est un des gîtes les plus reculés dans la forêt amazonienne. On y retrouve des passerelles suspendues pour observer la faune et la flore. Et puis, on retrouve aussi deux très importantes falaises d'argile où on peut observer des centaines d'arrêts de différents types de perroquets qui viennent s'y nourrir. Maintenant, on s'en va à Cusco. C'est la destination touristique la plus importante du Pérou. On est à peu près à 1h15 de vol de Lima. Cusco est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était jadis le siège de l'Empire Inca. On retrouve des vestiges d'édifices monumentaux à travers tous les coins de la ville. Cusco a aussi été témoin de l'arrivée des Espagnols et on retrouve des bijoux d'architecture coloniale à travers toute la ville.
Cusco, c'est la porte d'entrée pour aller au Machu Picchu. On accède au Machu Picchu par la vallée sacrée qui s'étend des deux côtés de la rivière Urubamba. En y allant, on visite généralement les salines de Maras qu'on voit ici sur la carte. Et puis, on a aussi l'impressionnant laboratoire agricole édifié par les Incas à Moraï qu'on voit ici. Oups, je vais aller juste un petit peu trop vite. Et par la suite, on prend le train à partir de Ollantaytambo pour arriver au pied du Machu Picchu à Aguascalientes. Donc, juste pour vous montrer rapidement les fameuses salines de Maras, qui sont des bassins de sel accrochés à flanc de montagne, qui ont été exploités bien avant les Incas et où on continue à récolter le sel. Et puis Moraï, qu'on voit ici, qui est le laboratoire agricole édifié par les Incas. Chaque terrasse reproduisait les conditions climatiques des différentes régions géographiques du pays. Et Ollantaytambo, qu'on voit ici, on en voit la forteresse Inca. Le village a été reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme comme le meilleur village touristique. Le magazine Time a dressé une liste des 50 endroits extraordinaires à visiter en 2023 et Ollantaytambo en fait partie. Et le magazine mentionne particulièrement son hébergement durable. Et parlant d'hébergement durable, on a un établissement situé à Ollantaytambo qui s'appelle le Las Colcas Eco Resort, qui a vraiment une façon unique de découvrir le secteur. Au Las Colcas Eco Resort, les clients peuvent faire l'expérience du glamping, c'est-à-dire le camping de luxe. Le type d'hébergement propose des tentes haut de gamme, très confortables, et c'est une façon de minimiser son impact sur l'environnement. Le gîte écotouristique éphémère offre vraiment une expérience immersive. Il y a un spa sur place, il y a une cuisine locale, saisonnière et biologique. Il y a des serres et des jardins sur place, les gens peuvent aller les visiter. Et ils encouragent de meilleures pratiques de gestion de l'eau et des déchets, investissent justement dans le reboisement. Avant de quitter la vallée sacrée, on trouve à Moraï, que je vous montrais tout à l'heure sur la photo, le célèbre restaurant 1000, qui est situé à 3500 mètres d'altitude avec une vue impressionnante sur le site du fameux laboratoire agricole. Le propriétaire, qui est le chef Virgilio Martinez, qui est aussi propriétaire du restaurant Central, qui, depuis quelques années, est sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. Il y a des biologistes, des anthropologues, des gastronomes qui ont travaillé ensemble pour créer une expérience gastronomique unique. On offre un menu 8 services. Le restaurant travaille avec les communautés locales afin de préserver la culture traditionnelle, ainsi que leur technique de préparation des aliments. Et dans la région, on trouve également d'autres restaurants haut de gamme dans les luxueux hôtels, que ce soit Inca Terra Hacienda Urubamba, je vous ai parlé d'Inca Terra tout à l'heure, un hôtel qui s'appelle Sol et Luna, il y a le Tambo de l'Inca, il y a le Rio Sagrado du réseau hôtelier Belmont, aussi haut de gamme, qui offre vraiment des restaurants extraordinaires. Donc, on a différentes façons de se rendre au Machu Picchu. On a différentes compagnies ferroviaires pour se déplacer entre Cusco, Ollantaytambo et Aguascalientes, au pied du Machu Picchu. Il y a Inca Rail et il y a aussi Peru Rail. Peru Rail a 4 différents trains, dont le luxueux Belmont, Hiram Bingham, sur lequel on offre un repas gastronomique le long du trajet. Il y a un magnifique bar, un wagon d'observation qu'on voit ici. Et puis, évidemment, on arrive au Machu Picchu. Le Machu Picchu, le vieux pic en langue quechua, c'est évidemment sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La magnifique citadelle Inca qui a été découverte par l'explorateur Hiram Bingham en 1911 a été construite autour de 1450.
En 2021, le site de Machu Picchu est devenu la première merveille du monde moderne et première destination touristique internationale à obtenir la certification de carboneutralité grâce au travail conjoint de la société civile locale et des secteurs publics et privés. Il y a une collaboration avec l'organisme de certification Green Initiative afin que Machu Picchu réduise ses émissions de carbone de 45% d'ici 2030 pour atteindre zéro émission en 2050, conformément aux directives de l'accord de Paris. On traite déjà les déchets plastiques et on traite les déchets organiques. Ces derniers servent d'engrais naturels qui aident au reboisement de la forêt de nuages. Et on est en train de faire la plantation d'1 million d'espèces endémiques, d'espèces d'arbres et de plantes endémiques pour restaurer la biodiversité, pour aider à prévenir les catastrophes naturelles dans le secteur de Machu Picchu. Il y a des règles qui ont été établies aussi pour protéger le site archéologique. On limite le nombre d'entrées et les heures de visite pour que les générations futures, évidemment, puissent continuer à le visiter dans plusieurs années encore. On s'en va dans le département de Loreto, la dernière destination dont je vais vous parler. C'est le plus grand département du Pérou qui est situé dans la partie nord de la forêt amazonienne, où on y retrouve une végétation très dense. Iquitos en est la capitale et c'est la principale ville portuaire sur le fleuve Amazon, le plus imposant de la planète. On accède à Iquitos seulement par avion ou par voie fluviale. Dans la région de Loreto se trouve la réserve nationale Pacaya-Samiria, qui est une des grandes zones protégées du Pérou. C'est l'endroit où deux rivières importantes se joignent pour justement former le fleuve Amazon. La réserve contient une immense biodiversité. Elle abrite une importante variété d'espèces de flore et de faune, dont le dauphin rose qu'on voit ici sur l'image. C'est un dauphin d'eau douce. La plupart des habitants de la réserve vivent de la pêche, de l'agriculture et ils utilisent encore des pratiques ancestrales. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux travaillent sur des projets de conservation qui ont été conçus de façon à ce que les communautés fluviales puissent avoir une source de revenus durables. Donc, le tourisme à l'intérieur de la réserve est très réglementé. Puis pour visiter, on doit être accompagné d'un guide ou d'une agence réceptive qui est inscrite auprès du gouvernement. Tout ça dans le but de conserver justement l'environnement. Il y a différentes compagnies de croisière boutiques de luxe. Donc, je vous ai parlé au tout début d'Aqua Expeditions. Ils ont différents bateaux. C'est très luxueux. Il y a la compagnie Delphin Amazon Cruise, qui est la première croisière relais et châteaux. Et il y a aussi d'autres compagnies comme River and Forest Expeditions et vous avez le Jungle Experiences. Toutes ces compagnies vont offrir des excursions. On fait vraiment la promotion de la nature, on fait l'observation de la nature, on offre des randonnées en canot-kayak, il y a de la pêche, on fait des promenades dans la jungle et aussi on visite les communautés riveraines. Donc, c'est tout pour ma partie. Mais pour en savoir un peu plus, parce que je pouvais juste vous parler de juste certains points du Pérou, c'est un grand pays. Mais on a un magnifique programme qui est un programme de spécialistes du Pérou. Que vous pouvez aller sur le site peruagent.com. Ça vous donne accès à des bulletins de nouvelles à tous les mois sur différents thèmes, que ce soit le tourisme culturel, le tourisme d'aventure, de luxe, évidemment, tourisme durable. Il y a des mises à jour, ça vous donne accès à des brochures, à des cartes, à des présentations PowerPoint, à d'autres webinaires, à des images et des vidéos aussi. Donc, si vous voulez me rejoindre, vous avez mes coordonnées ci-dessous. Maintenant, je vais céder la parole à Stéphane Coudasso, que je vous ai présenté au tout début, qui est directeur de l'agence réceptive Gaston Sacaz. Alors, je vais terminer de partager cette présentation pour que Stéphane puisse partager la sienne. Alors, voici Stéphane, c'est à ton tour.
j'ai terminé de partager ma présentation. Stéphane Coudasso, je suis propriétaire d'un groupe d'agences de tourisme réceptif présents sur 6 pays d'Amérique latine, donc Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Chili et Brésil. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le Pérou. Autre diapositive. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le Pérou. Merci. Et donc, la question qui nous a été posée, c'est la compatibilité entre les voyages de luxe, le tourisme de luxe et le tourisme durable. C'était un petit peu la commande qui était celle de Prom Pérou, à laquelle je me suis efforcé de répondre à travers cette présentation. Donc, de façon générale, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est une présentation complémentaire de celle de René, qui vous a fait une présentation globale de l'ensemble de la destination Pérou, une présentation macro, et j'ai essayé d'être un petit peu plus focalisé à la fois sur la question posée de la compatibilité entre voyage de luxe et tourisme durable, et sur des exemples précis, ponctuels, de ce que nous, comme agence de voyage de tourisme réceptif, on peut faire au Pérou, et quelques exemples précis et ponctuels, disons de façon complémentaire à la présentation de René. Alors, pour répondre à la question de base sur la complémentarité entre voyage de luxe et tourisme durable, en réalité, ça me semblait une question un peu évidente, dans la mesure où il me semble qu'à plusieurs niveaux, il y a une évidente compatibilité entre voyage de luxe, tourisme de luxe et tourisme durable. D'abord, le tourisme de luxe, le tourisme premium ou de luxe, est un tourisme évidemment quantitativement limité. Les éléments les plus prédateurs des destinations et des communautés locales, c'est bien entendu le flux beaucoup plus massif qu'un tourisme de luxe. Donc à ce niveau-là, c'est un tourisme quantitativement très limité qui est parfaitement compatible avec la durabilité de l'activité touristique. En deuxième lieu, généralement, c'est une population qui est plutôt éduquée, ou comme je l'ai indiqué sur le PowerPoint illustré, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont plutôt ouverts, éduqués, et donc particulièrement respectueux des pays et des communautés locales. Donc, encore une fois, une totale compatibilité entre voyage de luxe et tourisme durable. Bien entendu, le tourisme durable, et c'est le troisième point, est un tourisme économiquement solvable qui permet de financer toutes les micro-entreprises et toutes les petites gens, au meilleur sens du terme, qui font le tourisme dans un pays comme le Pérou, que ce soit les guides, les accompagnateurs, les employés des restaurants, les chauffeurs des véhicules touristiques, etc. etc. J'ai mentionné sur mon document la différence entre le PIB par tête entre le Pérou. Le Pérou a un PIB per capita de 7000 USD, alors que le Canada a un PIB par habitant de 52 000 USD. La différence est de 7 fois et demi. Donc, il est clair qu'un tourisme de luxe apporte une manne économique qui permet au pays de se développer et aux personnes, aux acteurs quotidiens du secteur touristique de se développer. Et donc, c'est hautement compatible. Le troisième élément est bien entendu le fait que ce type de tourisme, qui est un tourisme très organisé, très structuré, est un élément de formalisation. Des pays comme le Pérou, en Amérique latine en général, sont des pays qui connaissent un défi très important de formalisation. Il y a beaucoup d'économies informelles dans ces pays-là, et le fait de traiter un nombre croissant de touristes de niveau premium ou luxe oblige d'une certaine façon le pays et les employeurs, les employés à se formaliser, ce qui est très positif pour le pays. Finalement, c'est un élément aussi très important. Il me semble que c'est un tourisme, du fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui était un tourisme particulièrement éduqué, etc., mais aussi du fait, je dirais, de la culture qui existe au Canada. C'est une culture très respectueuse des autres et porteuse de valeurs de tolérance, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays d'Amérique latine, où il y a certaines problématiques de clivage socio et culturel. Donc, recevoir des clients qui sont porteurs de valeurs de tolérance et de respect des autres sont aussi, à mon sens, des éléments fondamentaux qui compatibilisent totalement voyage de luxe, tourisme de luxe et durabilité et impact positif de ce flux touristique sur les pays concernés. Diapositive suivante, s'il te plaît, René. Gaston Sacaz, donc société réceptive installée au Pérou, en Amérique latine et en l'occurrence au Pérou, s'efforce d'avoir un impact de tourisme durable à plusieurs niveaux. Alors au niveau de sa production, au niveau de la sélection de ses fournisseurs, au niveau de son activité de vente et au niveau de façon générale de ses bonnes pratiques. Alors au niveau de la production,
nous privilégions les activités qui promeuvent les déplacements à vélo, à pied, à cheval, qui promeuvent les rencontres avec les communautés locales dans le respect des cultures locales. Et nous promouvons aussi des expériences un petit peu en dehors des sentiers battus et uniques pour un petit peu nous éloigner des chemins un petit peu classiques et très empruntés des circuits touristiques. Au niveau de la sélection de nos fournisseurs, nous nous efforçons d'appliquer un niveau d'exigence similaire en utilisant des logements plutôt atypiques, en travaillant, en priorisant des hôtels qui sont engagés dans la réduction de leur impact, en particulier dans la réduction d'usage de plastique, entre autres. Nous vérifions les problématiques importantes, surtout dans des pays qui connaissent un certain degré d'informalité, comme c'est le cas en Amérique latine, que tout le monde est bien en ordre au niveau des licences et des assurances et que tout est bien en ordre. Et finalement, que chacun de ces fournisseurs ait la politique la plus cohérente de respect de l'environnement. Au niveau des ventes, nous valorisons l'impact positif de nos voyages, encore une fois en essayant de développer le tourisme avec des communautés qui ne sont pas forcément impactées par le gros du flux touristique. Nous recommandons à nos clients des activités plutôt atypiques, hors des sentiers battus, où nous recommandons l'usage d'hôtels dans cette même logique-là, qui incorpore les problématiques donc, de respect de l'environnement à leur activité. Finalement, de façon générale, dans l'ensemble de nos relations avec nos fournisseurs, de notre fonctionnement quotidien, nous nous efforçons de développer des bonnes pratiques de respect de l'environnement et des cultures locales, réduction d'usage du plastique, réduction des impressions papier en interne, réduction du gaspillage alimentaire. Et nous avons une activité spécifique avec certains restaurateurs qui sont intéressés à cette problématique-là, et de façon aussi à privilégier l'usage des circuits courts en termes de production d'aliments qui sont servis dans les restaurants avec lesquels on travaille. Suivante, René, merci. De façon générale, Gaston Sacaz s'efforce de rentrer dans ce que nous appelons le cercle vertueux du tourisme durable. Ce cercle vertueux, il est important qu'il soit promu par les clients. Ce sont généralement, ça vient de l'exigence des clients et des voyageurs. C'est un élément très important. Je pense que les consommateurs ont un rôle absolument fondamental dans ce développement du cercle vertueux du tourisme durable. Qui doit se traduire dans un deuxième lieu dans l'émission de cahier des charges au niveau du réceptif, c'est-à-dire pour avoir une activité cohérente avec les valeurs qui sont portées, qui sont désirées par les clients. Ensuite, ça passe par la sélection des fournisseurs, comme je viens de le préciser, avec un cahier des charges spécifique et un contrôle et un suivi. Ça, c'est le quatrième point, l'opération et la démarche qualité, tout le contrôle de qualité qui est fait par la suite pour bien vérifier que les éléments qui ont été accordés dans l'opération des circuits touristiques soient respectés par les opérateurs. Finalement, tout ça doit se terminer dans un impact positif, à la fois individuel, collectif, pour les personnes qui visitent et pour les pays visités. Voilà, c'est globalement un petit peu notre ligne, et nous essayons et nous nous efforçons d'inscrire notre activité, en particulier sur le Pérou, dans ce cercle vertueux du tourisme durable. Merci. Alors, pour reprendre quelques exemples, nous nous efforçons d'être promoteurs un petit peu de circuits alternatifs. Alors, les vols internationaux au Pérou arrivent à Lima, c'est le seul aéroport international qui existe dans le pays à l'heure actuelle. Il y a un projet qui est en plein développement d'ouverture d'un aéroport international sur Cusco, mais il n'est pas encore terminé. Donc aujourd'hui, le passage par la ville de Lima est un passage obligé. Alors Lima, c'est une ville que je ne qualifierais pas immédiatement et automatiquement comme la ville la plus respectueuse de l'environnement. Il y a des problématiques certaines de développement, de limitation de l'impact sur l'environnement de l'activité économique qui existe sur la capitale. Mais nous, comme agents de voyage, nous nous efforçons de mettre en valeur cette ville en liaison principalement avec la mer. Donc Lima est une ville qui est au bord de la mer, au bord de l'océan Pacifique. Et ça se passe de deux façons. Nous proposons des circuits alternatifs, par exemple en parapente, comme vous voyez sur la photo, sur ce qui s'appelle la côte verte au Pérou, la Costa Verde, ou des propositions de surf. C'est assez généralement, le Pérou est généralement peu associé au thème du surf, malgré le fait que il y a eu différents champions péruviens, et le surf est une pratique très développée au Pérou. Et l'élément lié aussi, l'élément positif lié à la proximité et au fait que Lima se trouve en bord de mer, au bord de l'océan Pacifique, c'est bien évidemment toute la ressource ichtyologique, donc poissons et fruits de mer,
donc nous apporte le courant de Humboldt, qui est le courant froid qui remonte du Chili et qui fait que la côte péruvienne est particulièrement poissonneuse. Et donc René a abordé tout à l'heure la qualité de la gastronomie péruvienne, et cette qualité se nourrit en grande partie de la matière première qui vient de la mer et que nous nous efforçons aussi de mettre en avant. Nous organisons dans certains circuits touristiques des visites de marchés de poissons et fruits de mer, de marchés de fruits et légumes, etc., pour faire connaître aux clients qui viennent au Pérou cette richesse ichthyologique et cette richesse de matières premières qui est une bénédiction qui nous vient de la mer et de l'océan Pacifique qui baigne Lima. Vous avez une photo du plat emblématique de la cuisine péruvienne, qui est bien entendu le ceviche, qui est du poisson mariné dans du jus de citron, et qui est une petite merveille que tout visiteur du Pérou doit connaître. Diapositive suivante. Dans la même ligne, toujours sur la côte péruvienne, la vallée de Paracas, c'est un endroit où on peut pratiquer le tourisme agroécologique et écologique et en liaison avec la nature de façon exceptionnelle. C'est un endroit où on peut faire des balades, on peut organiser le survol des lignes de Nazca qui se trouvent au sud de la baie de Paracas. On peut organiser aussi des dîners sous les étoiles au milieu du désert, qui sont des moments vraiment extraordinaires et hors du temps. C'est la diapositive suivante. Merci René. Voilà, pardon. Ça, c'est donc l'aspect balade promenade dans le désert. Généralement, le Pérou a une double image. Enfin, le Pérou a une image classique qui est liée aux Andes, au Machu Picchu. Hein, la destination Pérou est traditionnellement associée aux Andes avec la figure évidemment du Machu Picchu, qui est une des 7 nouvelles merveilles du monde. Le deuxième élément qui a été mentionné à juste titre par René, évidemment, c'est l'Amazonie, qui représente environ 55% du territoire péruvien, même si l'image d'épinal, je dirais, du Pérou est celle des Andes. Mais il ne faut pas oublier que le Pérou a toute une frange côtière désertique, qui est illustrée par la photo, où on peut faire des balades, où on peut faire plein d'activités. Et si j'ai une autre relation avec la nature, c'est un endroit de paix, de tranquillité qui est absolument magnifique, et où on peut aussi monter le type de dîner qui est présenté sur la diapositive présente, pour avoir une expérience inoubliable de découverte du désert, soit au coucher du soleil, soit durant la journée pour marcher, soit un dîner gastronomique sous les étoiles, comme l'illustre cette diapositive. Alors, dans le rôle promoteur de circuits alternatifs qui permettent à la fois aux clients de connaître et d'être sensibles aux différentes problématiques d'environnement qu'il y a au Pérou, nous organisons, il y a le canyon du Colca, donc ça on est au sud-ouest du pays, c'est le département de Arequipa, qui est connu pour la ville d'Arequipa, qui est une ville coloniale magnifique, et qui est aussi connu pour son canyon. C'est un des canyons les plus profonds du monde, d'où on peut observer le survol des condors, qui est un endroit absolument qui est un spectacle absolument magnifique. Alors, de façon alternative, un petit peu dans le respect de cette ligne de promotion de notre Pérou, un petit peu alternatif, en dehors des sentiers battus, et mettant en avant la réalité de ces paysages et de son environnement multiple, nous proposons des randonnées équestres dans la vallée du Colca, un petit peu comme un élément alternatif de visite et de connaissance et de relation avec le pays, beaucoup plus lié avec sa nature, beaucoup plus lié avec un voyage plus doux, plus cool, plus calme. Diapositive suivante. Dans la même logique, alors là, on est parti sur le cœur touristique du Pérou. Alors là, on est là sur la zone de Cusco. C'est encore une zone très peu connue, très méconnue de Cusco. C'est la lagune de Piuray. Alors, on est ici à une altitude relativement importante. On est aux alentours de 3750 mètres d'altitude, mais c'est un lieu absolument magnifique. Le cadre est exceptionnel. On est entouré des sommets enneigés de la Cordillère Blanche, et on peut faire des activités atypiques telles que des séances de kayak ou de paddle sur ce lac de Piuray, la lagune de Piuray. On peut faire des séances de yoga illustrées par la photo de la diapositive. Et on peut aussi monter des déjeuners gastronomiques de pachamanca, qui est une façon traditionnelle de cuisiner les aliments sous terre qui existent au Pérou. C'est la diapositive suivante qui est centrée sur cette problématique. Donc, il s'agit de creuser un trou dans la terre. On a préalablement chauffé au feu de bois des pierres. Donc, on commence par enfouir les pierres chaudes au fond du trou. Et après, on met tous les aliments dans différents récipients en céramique au-dessus.
On referme, on rebouche, alors on met des pommes de terre, des tubercules, toutes les racines et tous les tubercules andins qui sont des centaines, et on connaît comme ça, on apprend à avoir une relation, une connaissance de toute la merveille des matières premières telles que peuvent les produire les différents étages écologiques des Andes. Donc au niveau de la viande, on peut avoir du poulet, on peut avoir du cochon, on peut avoir… alors, ce n'est pas forcément bien apprécié ça, parce que les cochons d'Inde, dans nos pays, sont plutôt des animaux de compagnie, mais au Pérou, ils font partie de la gastronomie locale. Et généralement, c'est un élément important de la pachamanca. Donc, tout ça est enfoui sous terre, c'est recouvert. Et puis après, il faut avoir une grande habilité, une grande expérience pour savoir combien de temps il faut laisser cuire. C'est la pachamama, la mère terre, qui se charge de faire cuire les aliments. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, on déterre tout. Et on mange, il y a une odeur qui est magnifique, hein, on met aussi des herbes pour aromatiser, etc. C'est absolument magnifique. Donc, les clients peuvent apprécier comment leur déjeuner est enfoui sous terre et comment leur déjeuner est déterré et comment ils peuvent manger directement, sortis de la terre, leur déjeuner et c'est avec des saveurs exceptionnelles. Diapositive suivante. Dans la même ligne, disons, d'expérience traditionnelle en liaison avec ce qui s'appelle au Pérou la Pachamama, la mère terre, il y a toute une relation symbiotique entre la population péruvienne et cette déesse, cette divinité qui est la mère terre. Donc, il y a un ensemble d'activités qui sont faites par des chamans, des sorciers dans le meilleur sens du terme, hein, des chamans, et nous faisons participer certains de nos clients à certaines de ces cérémonies qui rendent de grâce, des cérémonies de gratitude à la mère terre, ou certaines de cérémonies comme la lecture des feuilles de coca, qui sont des moments qui vous permettent, c'est un petit peu comme les diseuses de bonnes aventures, c'est un petit peu pour lire l'avenir dans les feuilles de coca. Voilà. On organise ce type aussi de rencontres et de moments alternatifs pour mieux comprendre la réalité et la relation qu'ont les Péruviens avec leur terre, avec leur histoire et avec leur passé. Dans la même logique, on organise aussi des cérémonies soit de mariage andin, soit de renouvellement de vœux. C'est une tradition ancestrale péruvienne et c'est une expérience qui permet encore une fois de faire comprendre les valeurs d'un pays comme le Pérou, de l'ancien Pérou. Juste à manière d'exemple, existe au Pérou, dans les Andes, la tradition est que le mariage soit sanctifié par la naissance des enfants. C'est-à-dire que est pratiquée une tradition qui s'appelle le servinacuy. Le servinacuy, ça se traduirait par le mariage à l'essai ou le mariage à l'épreuve. C'est-à-dire les jeunes amoureux qui veulent faire leur vie ensemble ne sont pas mariés dès le début de leur vie. Ils sont simplement acceptés par la communauté pour partager leur vie. Et en réalité, ce n'est pas une cérémonie, et ça n'est pas un prêtre qui va sanctifier l'union, mais c'est la naissance des enfants. Voilà. Donc, c'est toute une autre logique, une autre conception qui se traduit dans ce rapport, encore une fois, à la terre-mère, à la Pachamama, et la relation, c'est une conception des relations qui est différente. Voilà. Et c'est un petit peu ce genre de messages et d'éléments qu'on fait passer à travers ces cérémonies de renouvellement de vœux, des gens qui sont déjà mariés, voire de mariage pour des gens qui veulent venir se marier, ou avoir une cérémonie andine de mariage pour compléter la cérémonie qui a pu être la leur au Canada. Voilà. Diapositive suivante. Le projet central qui est le nôtre en termes de promotion de circuits alternatifs, de circuits de tourisme alternatif sur le Pérou, c'est un projet de vélo. C'est un projet donc qui s'appelle Bike by Gaston. Donc c'est un projet de circuit touristique en vélo sur le Pérou. Alors voilà, vous avez un premier exemple. Ce sont nos vélos et c'est un de nos guides sur la diapositive. Diapositive suivante. Merci. Voilà, c'est une autre illustration. Là, ce sont nos cyclistes. Devant, c'est la cathédrale de Cusco. Donc, on organise des circuits principalement dans la zone rurale, mais aussi certaines balades dans la partie historique. Diapositive suivante. Ce projet, alors, c'est un projet de luxe durable. Alors, le luxe, il passe par 3 éléments. Je dirais d'abord nos services. On a des guides spécialisés pour mener à bien ces circuits à vélo. Évidemment, on a toute une infrastructure mécanique pour faire le suivi, le suivi mécanique des vélos, c'est-à-dire que les circuits sont accompagnés par des mécaniciens qui doivent être prêts à résoudre tout problème mécanique au moment du circuit. Et évidemment, il y a tout un accompagnement, toute une infrastructure avec des véhicules privatifs, etc. Donc, il y a une vraie logistique importante pour faire en sorte que les clients ne se consacrent qu'à leur plaisir de faire du vélo et d'apprécier la merveille des paysages andins.
Alors, le deuxième élément à travers, qui exprime le luxe de ce projet, diapositive précédente, voilà, c'est les vélos. Donc, nos vélos, ce sont des vélos de marque Specialized, donc c'est une excellente marque que vous devez connaître, hein, qui est nord-américaine, californienne. Les vélos que nous avons pris sont du modèle Camber Camp, qui ont une double suspension. Alors, évidemment, tous les circuits au Pérou, c'est des circuits un petit peu accidentés. Et donc, pour le confort et la commodité de nos clients, nous avons choisi les meilleurs vélos pour eux, avec double suspension, pour atténuer les bosses et le caractère accidenté du circuit. Finalement, on a des circuits pour 3 types de clients. Alors, pour des niveaux totalement débutants, famille, moi j'ai fait par exemple il y a 2 ans un circuit avec ma femme et nos 3 enfants qui avaient à l'époque 11, 13 et 15 ans. Et donc, on avait un circuit parfaitement adapté à ce niveau. Aucun de nous ne pratique le vélo quotidiennement à Lima, etc. Et tout le monde a adoré, ça n'a posé aucun problème. Il y a aussi des circuits qui sont prévus pour des amateurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire des excursions les week-ends en vélo, qui pratiquent et qui ont un intérêt sportif. Et finalement, il y a aussi des circuits qui sont prévus pour des gens qui sont confirmés, spécialisés et qui veulent faire des circuits plus acrobatiques, plus agressifs, etc., style downhill. On a aussi cette offre. Donc, on a une offre qui est totalement adaptée à tout type de public et en particulier, je dirais l'essentiel, ce sont des publics de débutants ou des publics d'amateurs. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de l'offre luxe. Le luxe passe ici par la qualité des vélos et par la qualité de notre encadrement et par la préparation des circuits et par l'encadrement de ces circuits. Diapositive suivante. Et je dirais que le côté durable, eh bien voilà, il n'y a pas besoin d'explication. Vous avez les salines de Maras, dont vous a parlé René tout à l'heure. Ben voilà, c'est ces paysages. Faire du vélo dans les Andes, c'est passer l'après-midi au milieu de ces paysages extraordinaires où on peut passer une après-midi pratiquement sans rencontrer personne ou dans des petits villages, des petites communautés dans lesquelles le flux de tourisme classique, massif, ne va pas, n'accède pas, n'a pas le temps et n'a pas les moyens parce que ce sont des endroits, pour certains, où il n'y a pas de route, on ne peut y accéder qu'en vélo. Et voilà, ça c'est le caractère durable, c'est le caractère soutenable. Voilà, c'est encore une image, c'est la vallée de Lares. On est toujours sur Cusco. Ce projet de touristique en vélo est basé sur Cusco parce qu'il y a un espace et un champ de jeu absolument merveilleux pour travailler sur Cusco. Dernière diapositive, qui est un petit peu le résumé de notre philosophie pour ce projet, de façon générale, dans notre approche un petit peu de promoteur de tourisme alternatif, et en particulier dans ce projet de tourisme durable à vélo, ben c'est ça, voyager luxe, voyager lent et voyager Gaston Sacaz, qui est le nom de la société. Voilà. En vous renouvelant toutes mes excuses pour les problèmes techniques au début de ma présentation, j'espère que la présentation a été claire et qu'elle a été complémentaire des éléments qui vous ont été donnés par René. Et bien entendu, nous nous tenons à votre disposition chez Gaston Sacaz pour tout besoin, toute nécessité de circuit Pérou ou autre. C'est avec grand plaisir. Nous travaillons déjà, bien entendu, avec certains clients canadiens et québécois en particulier. J'ai eu l'occasion de connaître avec grand plaisir René il y a quelques années sur une présentation dans ce cadre-là. Et nous savons comment on fonctionne, comment travaillent les agences de voyage du Canada et du Québec. Et c'est avec plaisir que nous traiterons toute demande ou toute question sur la destination. Voilà. Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à toute question. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, René. Actuellement, je regarde dans la boîte chat pour voir s'il y a des questions. Je vous ai indiqué aussi que je vais mettre le lien pour le sondage. Donc, je le mets à l'instant. Alors, vous pouvez aller cliquer sur le lien et remplir le sondage et vous aurez la chance de gagner. Je ne sais pas, René, si tu veux nous parler des prix de présence que Prom Pérou a décidé d'offrir aux agents qui participaient à la présentation. Oui, alors, il y a 6 boîtes cadeaux avec 3 sacs de différents cafés d'exception du Pérou avec une petite tasse à café expresso. Alors, pour bien profiter des produits locaux du Pérou. Donc, je rementionne les gens qui vont remplir le sondage que je viens tout juste de mettre le lien dans la boîte chat. Donc, seulement aller copier le lien et remplissez le petit sondage. Et tous les gens qui auront rempli, René fera le tirage
et on vous enverra un courriel et René vous enverra, là, vous contactera pour avoir vos coordonnées là, pour envoyer le prix. Donc, je ne vois pas vraiment de questions. Mais moi, particulièrement, comme ancienne conseillère en voyage, j'aurais une question. Comment les conseillers en voyage peuvent aider justement les touristes à voyager de plus en plus en tourisme durable? Ben, je vais commencer. D'une part, je pense que le Pérou est parmi les destinations à offrir, justement parce que ça fait déjà longtemps qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis justement à faire en sorte que la destination soit plus durable. D'ailleurs, la destination de Machu Picchu, beaucoup de gens disent ben, Machu Picchu, c'est connu. C'est sûr que c'est un peu le point de mire du pays. Donc, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais je pense que justement, le fait que ce soit contingenté, qu'il y ait différents horaires, que c'est quand même réglementé au niveau d'où les gens peuvent aller. D'une part, ils doivent y aller avec un guide, justement pour pas que les gens commencent à aller n'importe où, piétinent des endroits où est-ce qu'il y a une végétation qui est fragile. Donc, à ce niveau-là, je dirais que le Pérou est une bonne destination où aller justement lorsqu'on veut faire la promotion de tourisme durable. Et puis, il y a plusieurs organismes de certification, puis je pense que ça serait intéressant des fois d'aller faire un petit peu de recherche, à savoir qui c'est Green Initiative. Quand on va sur les sites d'organisations mondiales de tourisme qui vont faire la promotion de certaines organisations, mais on sait que c'est pas juste ce qu'on appelle du greenwashing. Il faut quand même faire attention à ça. Puis je pense que si on se fie à l'Organisation mondiale du tourisme, lorsqu'on nous parle de certaines organisations, ben, ils vont parler d'organisations qui sont respectables et on sait qu'il y a des réseaux hôteliers au Pérou, des activités, des excursions, des agences qui sont certifiées. Puis je pense que c'est important justement que si on veut faire la promotion du tourisme durable, qu'on s'informe parce que c'est aussi de notre devoir de s'informer. On vit tous sur la même planète, puis on veut la conserver le plus longtemps possible. Puis je pense que c'est important de commencer à voyager autrement. Puis voyager autrement, ça ne veut pas nécessairement dire de voyager avec des petits moyens. On peut aussi voyager autrement, voyager de façon durable, tout en voyageant dans des destinations où est-ce qu'on offre du luxe. Donc peut-être que Stéphane a aussi d'autres choses à rajouter là-dessus. Ah oui, je suis évidemment totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, René. Non, je crois que comment un agent de voyage peut faciliter, même précisément en participant à ce type de webinar, c'est-à-dire en ayant une connaissance approfondie de la réalité du pays, de l'offre qui existe dans ces pays, des acteurs qui existent et qui s'efforcent de promouvoir un tourisme écologique, alternatif, durable. Il y a beaucoup de choses à faire et en connaissant la réalité de ce pays, je dirais que le Pérou fait aussi beaucoup de tourisme durable comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est un pays qui a une relation à la terre, à la nature, qui est millénaire. Donc, il y a énormément d'aspects de la vie quotidienne au Pérou qui sont totalement normaux et qui ont beaucoup à voir avec la relation avec la nature, avec le respect de la nature, etc. etc. Donc, effectivement, ce sont des éléments qu'il faut mettre en avant. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de guides spontanément, ont un comportement, ont un discours, ont une explication qui permettent d'avoir un rapport très, très authentique à la nature et à la réalité du pays. Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont comme ça, parce que le Pérou est comme ça. Historiquement, c'est un pays qui, par exemple, n'a pas connu d'agriculture, sauf sur la côte, d'agriculture intensive avec beaucoup d'usage de pesticides, etc. Alors, c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit, mais de façon générale, il y a une tradition aussi d'utiliser des engrais naturels, des pesticides naturels, etc. etc. C'est quelque chose de normal pour beaucoup de Péruviens. Donc, en réalité, c'est savoir ça, c'est que l'agent de voyage sache qu'il a avec la destination Pérou une destination qui est, je dirais, intrinsèquement, je dirais structurellement,
une destination qui offre un autre rapport, une autre relation avec la nature. Et donc, ne pas hésiter à proposer cette destination à des clients qui sont intéressés par avoir un circuit qui soit le plus respectueux possible de l'environnement et des communautés locales. Parce qu'effectivement, pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'aspect nature, effectivement, environnement physique, mais il y a aussi l'aspect respect des communautés, des hommes qui sont dans cet environnement physique et qui façonnent et qui respectent cet environnement physique et qu'il faut comprendre aussi. Il y a ces deux aspects-là. Et pour ça, le Pérou est une merveille. Le Pérou offre vraiment de multiples richesses. Et je dirais que la conjonction de la nature et des hommes se traduit dans une merveille, c'est la gastronomie péruvienne. René disait que le Pérou a été élu pendant 10 ans meilleure destination gastronomique d'Amérique latine. C'est absolument phénoménal. C'est un prodige, c'est merveilleux. Le plaisir qu'on a de passer à table dans un pays comme le Pérou est un bonheur quotidien. Et je dirais, on peut manger de façon exceptionnellement bien sans forcément aller dans les meilleures tables. Parce qu'il existe une culture gastronomique, une qualité d'input, une qualité de matières premières dans ce pays-là, et des multiples savoir-faire millénaires ou centenaires en termes de gastronomie qui font que c'est une destination absolument merveilleuse. Donc là, je pense que c'est le meilleur moment et c'est l'endroit de la plus parfaite conjonction entre la merveille de la nature et la merveille des hommes, la gastronomie, sur un pays comme le Pérou. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, encore une fois, merci beaucoup, René. Merci, Stéphane. Merci, Prom Pérou, pour des généreux cadeaux aussi. Et pour remercier à vous tous d'avoir pris un moment aujourd'hui pour assister à cette merveilleuse présentation. Pour les membres de l'ACTA, comme je l'ai mentionné, le webinaire est enregistré et est disponible sur notre campus d'apprentissage dans les 5 jours ouvrables. Donc, si vous désirez aller les revoir ou à l'agence, il y a des collègues qui n'ont pas eu le temps de l'écouter, vous pouvez aller le voir sur le campus. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous pouvez nous trouver sous ACTA Québec et pour le français et ACTA Canada. Donc, merci à tous encore une fois de votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Manon. Merci, René. À très bientôt. Bonne continuation. Merci.